Ma première question serait de savoir comment un président de cour d'assises tient le cap au milieu d'une telle tempête et dans un tel contexte. Ce procès, même si je pouvais m'y attendre, a été source de difficultés. Et vous l'avez indiqué, on est en pleine période Covid déjà. Et se pose de façon générale dans la société le problème du port du masque. On a des divergences entre les avocats qui pensent qu'on ne peut pas plaider, que la parole ne peut pas être masquée, entre guillemets, par un masque sanitaire, et que le principe de la liberté d'expression à visage découvert s'impose, et d'autres qui, pensant que le côté sanitaire doit l'emporter, et le respect de la santé de chacun, était pour le port du masque. Vif débat auquel il m'appartenait de trancher. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de directive ministérielle, gouvernementale ou autre. On était un petit peu dans un flou, à tout niveau. Bon. Et le président de cour d'assises, en tant que tel, a la direction des débats, a la police de l'audience, et il m'appartenait à moi-même. Moi-même, peut-être aussi aidé par les membres de la Cour, mais c'est le pouvoir propre du président de décider si, oui ou non, le port du masque serait obligatoire ou pas. J'ai décidé que le port du masque serait obligatoire. Bien m'en a pris, puisque après, de toute façon, le port du masque a été déclaré obligatoire partout, pas simplement au niveau des palais de justice. D'ailleurs, il y avait eu un recours qui avait été fait devant le tribunal administratif, et la juridiction administrative avait dit que cela ressortait du pouvoir de direction des débats du président de la cour d'assises, que la juridiction administrative n'avait pas à se prononcer là-dessus. Donc l'impact de crise sanitaire a été, sur ce procès, a été beaucoup plus importante que l'impact des 3 attentats terroristes qui ont eu lieu pendant le procès. Oui, oui. Premier attentat qui est intervenu le 25 septembre 2020, donc dans la première phase du procès, qui était très, très symbolique, puisque cet attentat se passait devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Et là, une personne, pensant que c'était les locaux toujours de Charlie Hebdo, bon, mal informé, mais a attaqué au hachoir de personnes qui se trouvaient là. Et pourquoi ? Eh bien parce que juste avant le procès, Charlie Hebdo, dans son édition donc de la semaine précédant le procès, avait republié les caricatures. C'était, il fallait le dire, un procès quand même sous haute surveillance policière, risque toujours possible d'attentat, et la preuve, c'est qu'il y en avait un. Bon. Le procès a continué, et puis, deuxième attentat, 16 octobre 2020, l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'un collège, je crois à Conflans-Sainte-Honorine, et qui a été décapité à la sortie de son lycée pour avoir expliqué à ses élèves ce qu'était la liberté d'expression au vu des caricatures dont chacun avait eu connaissance, et de ce procès qui portait cette question, peut-on caricaturer, c'est quoi la liberté d'expression ? Bon. Je me souviens que cet assassinat avait eu lieu un vendredi après-midi. Nous l'avons appris juste à la sortie de l'audience. Il y avait eu le week-end. Tout le public avait été tout à fait choqué par cet attentat qui était en lien direct avec le procès. La question était de dire est-ce qu'on y fait référence ou est-ce qu'on n'y fait pas référence, puisque
ça a été tout le but de ce procès, que les débats puissent garder le maximum de sérénité. Un procès, c'est toujours un petit peu, pas houleux, mais une contradiction de thèses, d'affrontements judiciaires, mais qui sont internes au procès. Là, c'était un événement extérieur, avec le risque, notamment, que pouvaient avoir les accusés ou leur défense, c'est-à-dire, voilà, est-ce que ça ne va pas venir perturber le procès? Est-ce que, je dirais, on ne va pas, en quelque sorte, entre guillemets, payer les conséquences d'un acte auquel on est totalement étranger, mais auquel on risque d'être assimilé avec notre étiquette? Je parle bien d'une étiquette. Hein, c'est-à-dire, ce sont des terroristes. Regardez, ça continue. Voilà. Qu'avez-vous décidé finalement? Donc, il a été décidé de faire une mention disant que la Cour ne pouvait que s'associer à l'émoi qui avait été ressenti, mais qu'il importait que les débats restent sereins et soient uniquement concentrés sur ce qui était à l'intérieur de la salle d'audience et non perturbé par des éléments extérieurs, dramatiques, mais qui ne concernaient pas directement l'audience qui était en cours. Pour en revenir à l'épisode de Covid, il y a eu effectivement un moment où le cluster s'est répandu au sein du box des accusés. Les accusés ne pouvaient pas comparaître à l'audience et un décret du garde des Sceaux a rendu possible, sous certaines conditions, ce type de comparution. Et là, il y a eu un moment très fort dans le procès où il fallait prendre une position. Et ce que je voudrais que vous nous disiez, Régis de Jornas, c'est comment cette décision difficile a dû être prise et quel a été le rôle des collectifs d'avocats, notamment de la défense, mais aussi des parties civiles, mais surtout de la défense, puisqu'ils étaient concernés, c'était leurs clients qui étaient en cause, a pu jouer un rôle dans la construction de cette décision. Au mois de novembre, le Covid a atteint certains des accusés, dont notamment un qui a été sérieusement atteint. Donc le procès a été interrompu pendant un mois. Et on se demandait quand est-ce qu'on pourrait le reprendre. Alors, cet épisode est intervenu de Covid vis-à-vis d'un des accusés, qui était l'accusé principal, puisque celui-là même, c'était Ali Polat, qui était poursuivi pour complicité d'assassinat. Tous les interrogatoires au fond des accusés étaient terminés et on était au stade des plaidoiries de partie civile, réquisitoires et plaidoiries de la défense. On se demandait si le procès avait été interrompu pendant un mois et combien de temps il serait encore interrompu. Le risque, c'était qu'on ne puisse pas le reprendre. Ce qu'il importait à chacun et à moi-même qui dirigeais les débats, c'est que le procès puisse aller jusqu'à son terme. Et c'est là que, devant cette situation de crise, et on était dans le cadre aussi d'une urgence sanitaire, il y avait eu une législation spécifique à cette crise sanitaire, notamment en matière de détention, en matière une législation dérogatoire aux principes généraux, compte tenu des circonstances. Et là, une ordonnance ministérielle prise par le garde des Sceaux qui autorisait, dans certaines circonstances, précisément à partir du moment où les accusés auraient été interrogés déjà sur le fond, à ce qu'un accusé puisse assister au procès par le biais d'un système de visioconférence. Bon. Cette ordonnance, quand elle a été rendue, a amené de la part des avocats, mais défense et partie civile, un tollé général. Un tollé général en disant non, on ne peut pas déroger à ce au principe, à ce qu'un accusé assiste à son procès. J'ai vu qu'il y avait eu une unanimité à ce qu'on ne recourt pas
à ce système de visioconférence. Je dirais, j'ai été aussi un peu dans l'attente, dans la mesure où des recours administratifs avaient été formés devant le tribunal administratif contre cette ordonnance, et que j'ai décidé qu'on allait suspendre le temps que la décision administrative intervienne. Et puis, décision du Conseil d'État a déclaré cette ordonnance non conforme aux principes généraux du droit, et donc l'a déclarée non applicable, ce qui fait que j'ai été conforté dans mes décisions d'attente par une décision administrative qui a dit non, on ne peut pas y recourir. Et le rôle des experts à jour était important aussi, parce que du côté de l'expertise, on attendait une expertise qui ouvrait un peu la fenêtre. Oui, puisque en parallèle, des expertises médicales quasiment quotidiennes étaient faites par rapport à cet accusé pour savoir s'il était en état de comparaître en personne devant la juridiction. On a attendu le temps nécessaire, bien que l'accusé, dans un certain système de défense, voulait aussi profiter de cette occasion sanitaire pour retarder la reprise du procès. Ça avait des impacts très importants, parce que si le procès ne pouvait, je dirais, se poursuivre, se posaient des problèmes de durée de détention, avec éventuellement des remises en liberté qui auraient dû s'imposer compte tenu des délais de détention au-delà duquel, puisque si une personne n'était pas jugée, elle était encore sous le régime de la détention provisoire, aurait dû être libérée. Donc il y avait des très gros enjeux. Et je trouve qu'on voit bien dans cet exemple la tension qui est portée par les présidents de cour d'assises, qui a d'un côté le Covid qui est là, il faut effectivement laisser du temps au temps, il y a la pression managériale aussi dont on ne parle pas, parce que d'autres procès devaient se tenir à la suite de celui-là, dans la même salle, et donc cet ensemble de contraintes, comment émotionnellement on peut tenir dans ces conditions-là ? Je dirais... au jour le jour, et puis on résout les difficultés les unes après les autres. Ouais. Aussi par la concertation. Il est important que chacun puisse s'exprimer, qu'on tienne compte des opinions, et notamment par rapport à cette ordonnance ministérielle où, de part et d'autre, l'ensemble des avocats ne souhaitaient pas reprendre le procès. Donc comment on aurait pu décider de reprendre un procès alors que l'ensemble, défense et partie civile, ne le voulaient pas. Et pour ça, il fallait organiser un débat. Oui, pour qu'on puisse effectivement mesurer l'opposition de l'ensemble des avocats à ce procès, et ainsi constater que sans eux, le procès n'aurait pas pu se tenir. Bien sûr. Un président d'assises, certes, il a le pouvoir de direction des débats, mais il ne peut pas tenir un procès si... aucune des parties consent à ce que le procès se tienne. Et donc, l'ordonnance vous permettait néanmoins de tenir ce procès, mais cette audience, elle permet effectivement de constater cette carence. Mais je n'aurais pas pu tenir un procès devant une salle vide. Bien sûr. Ça n'avait aucun sens. Et peut-être dites également un mot sur ce qui alourdit la fonction du président d'assises, de toute la négociation qui a eu lieu avec les experts et avec l'administration pénitentiaire. Ce Covid était vraiment très pesant. Certes, il a existé pour V13. V13 a été interrompu à certains moments, mais pas de cette façon-là. Et là, ce qui était problématique dans le procès des attentats de janvier 2015, c'est qu'on craignait que le procès ne puisse aller au bout. Donc les stratégies qui étaient plus ou moins tentées de la part d'un des accusés sont peut-être un petit peu calmées par ce type de détermination du président. Oui. C'est moi le maître du temps. Voilà. On prendra peut-être le temps nécessaire, on trouvera les arrangements matériels, parce qu'on avait des problèmes de salle et autres liés
au fait qu'on n'avait pas pour l'ensemble du procès une salle dédiée à un temps indéterminé. Difficulté après difficulté, mais la détermination était celle-là. On respectera les principes. On prendra le temps qu'il faut. On prendra le temps qu'il faut, mais le procès arrivera à son terme. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que, globalement, on peut dire, comme on a pu le dire en critiquant le procès, dire que ce procès a été, et ce verdict a été rendu au nom des victimes? Alors je pense qu'on ne peut pas dire qu'un procès est fait pour les victimes, ou au nom des victimes, non. N'oublions pas, un procès, ce sont des personnes qui sont accusées d'avoir commis certains faits. La Cour doit se prononcer sur oui ou non sont-ils coupables, et s'ils sont coupables, quelle peine doit leur être infligée. Chacun a sa place dans le procès. Les victimes ont leur place. Elles ont une place importante, mais le procès n'est pas fait pour les victimes. Presque à la limite, je veux dire, le procès est fait pour les accusés. C'est eux qu'on juge, c'est eux qui doivent répondre des faits dont on les accuse. Chacun doit trouver sa place. Alors, effectivement, dans ce procès, une place importante a été faite aux victimes. D'ailleurs, dans le planning, qui est la colonne vertébrale, la parole a été d'abord donnée aux victimes, très largement, pour qu'elles puissent s'exprimer. Et puis, comme s'il y avait une deuxième partie, et il y a eu une deuxième partie, la parole a été donnée aux accusés, qui ont pu répondre, je dirais, à cette charge émotionnelle, en prendre également conscience, et se défendre sur les faits dont on les accusait. Et c'est cet équilibre entre parole donnée aux victimes et droit de la défense qui a fait que ce procès se devait d'être équilibré. Est-ce qu'au niveau des droits de la défense, le temps de parole, le temps de questionnement accordé aux accusés, il y en avait combien au procès Charlie? Alors, était suffisant selon vous? Oui, alors 14 mais 11 présents, puisqu'il y avait 3... Est-ce que ce temps d'interrogatoire, on s'est penché sur leur personnalité et puis sur leur rapport aux faits, a été planifié par le fameux planning, ou a été, selon vous, suffisant? Ça a été, là encore, un peu discuté. Si on prend le côté planning temporel, le procès commence au mois de septembre. Une semaine a été consacrée aux interrogatoires de personnalité des accusés, parce qu'il est important de savoir d'abord qui on juge. Bon. Puis, dans un deuxième temps, pendant 3 semaines à 1 mois, la parole a été donnée aux victimes. Les interrogatoires des accusés ont duré également près d'1 mois. Donc, il y a une sorte d'équilibre. Alors certes, dans le temps, au départ, les accusés ont entendu les victimes, n'ont pas eu beaucoup de choses à dire par rapport à ces témoignages-là, mais ont pu ensuite se défendre sur les faits dont on les accusait, dont nombre d'entre eux disaient mais c'est pas nous qui avons commis les faits. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui est dur dans ces procès, c'est que les auteurs même des faits, on ne les juge pas, ils sont morts. Toute l'instruction au cours du procès a été de déterminer qui avait fait quoi exactement. Puisque un attentat terroriste, c'est une multitude de choses qui, les unes, s'ajoutent aux autres et qui font que. Et il faut des armes, il faut toute une logistique. Il faut des voitures, il faut des planques ou des appartements pour... bon, voilà. Donc l'AMT, c'est ça. Oui. C'est la construction des moyens qui ont permis que l'attentat se déroule, y compris par des échanges. Tout à fait. Et notamment la téléphonie a joué un rôle important. Une des caractéristiques du verdict du procès des attentats de janvier 2015, c'est, je viens du verdict,
c'est du jugement qui était de l'arrêt, c'est qu'il y a eu une affirmation assez forte de la Cour qui a voulu sortir, entre guillemets, plusieurs accusés, je crois au moins 6, de cette fameuse qualification d'AMT. Quelle était donc dans votre cheminement, votre réflexion, la part de cette réflexion, de cette argumentation, et comment les avocats de la défense vous ont aidé à construire précisément une telle argumentation? Même en matière de terrorisme, et je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas en matière de terrorisme, la justice raisonne et maintient ses grands principes. Le principe est qu'on ne peut pas condamner une personne si on ne prouve pas qu'il a commis les faits qui lui sont reprochés. Le doute doit profiter aux accusés. Et dans ce procès, il était important de ne pas globaliser et de distinguer la part de chacun par rapport à cet ensemble de faits. Un avocat avait parlé d'une nébuleuse qui a amené à ces attentats. Et donc, il a fallu distinguer ceux qui avaient une véritable connaissance, non pas du projet déterminé, mais du fait que leur action était en lien avec des personnes qui avaient des sympathies terroristes ou qui avaient manifesté des sympathies pour ceux qui commettaient des actes terroristes, de ceux qui, pour des raisons pécuniaires ou autres, vendaient des armes, assuraient une logistique sans avoir une connaissance précise. Et c'est pour ça qu'il y a eu une distinction qui a été faite entre des personnes qui ont été condamnées pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste parce qu'eux étaient directement en lien avec des personnes, et notamment les auteurs des attentats, les frères Kouachi ou Amélie Coulibaly, et leur proximité faisait qu'ils ne pouvaient pas ignorer l'appartenance de ces personnes au terrorisme. D'autres qui étaient beaucoup plus dans le domaine du voyou, qui est un délinquant. On est sur une association de malfaiteurs, mais sans qu'ils sachent véritablement qu'ils intervenaient pour favoriser des terroristes. Ce qui veut dire que le critère déterminant pour la Cour a été le critère de la proximité. Tout à fait. Amicale, on va dire comme ça, des accusés avec les auteurs principaux. Voilà, c'est le critère déterminant. Comment ce critère-là, c'est la téléphonie, c'est l'histoire commune, c'est le degré de relation particulière? Oui, alors la téléphonie a joué beaucoup, et notamment dans les jours précédents. Lorsque on a, par rapport au Kouachi ou à Amélie Coulibaly, des personnes qui sont constamment en téléphonie, en plus avec des téléphones, je dirais, masqués, ou avec toute une infrastructure qui fait qu'on voit qu'on veut masquer quelque chose. Là, on sent la proximité. Et ces personnes-là, même si elles le niaient, la Cour a considéré que la proximité était si immédiate qu'il ne pouvait pas ignorer le caractère terroriste que les personnes projetaient. Est-ce que la défense vous a aidé à construire ce critère et comment bien sûr. Je vais donner un exemple. Il est apparu au cours du procès pour un des accusés auquel on reprochait d'avoir regardé des photos, plutôt des films de décapitation, en réalité, il avait été visionné un film grand public dans lequel il y avait une scène qui était une scène reconstituée, entre guillemets, plus ou moins bien reconstituée,
mais qui n'avait rien à voir avec une vraie décapitation. Et ça, c'est résulté de l'audience, c'est la défense qui a amené cela. La défense a vraiment joué un rôle important. Ce qui n'était pas simple, parce que les accusés qui étaient les vôtres, qui sont sortis de cet espace du terrorisme, étaient des voyous, quoi, des individus avec un très lourd casier judiciaire. Oui, tout à fait. Il fallait quand même mettre de côté ce pédigré assez accablant pour eux. L'un d'eux était condamné parallèlement à 20 ans d'emprisonnement, si mes souvenirs sont bons, et puis mettre de côté ça et regarder uniquement les faits et leur part de culpabilité dans les faits qui étaient soumis à la Cour. Oui, et pour certains, la défense justement a bien montré qu'il fallait distinguer le malfaiteur, avec l'étiquette malfaiteur que personne ne contestait et que l'accusé ne contestait pas lui-même, de l'étiquette terroriste. Et c'est pour ça d'ailleurs que 6 d'entre eux, qui avaient joué un rôle, mais un rôle de malfaiteur, certes qui a eu indirectement un impact, mais qui eux-mêmes ne peuvent pas être qualifiés en eux-mêmes, entre guillemets, de terroristes. Et c'était très important, ça a été revendiqué par un certain nombre d'accusés. La défense s'est battue là-dessus et elle avait raison. Elle avait raison. D'ailleurs, alors que le parquet avait soutenu la qualification d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, et que pour un certain nombre d'entre eux, la Cour a estimé que non, le parquet n'a pas fait appel. On a évoqué le fait que le délibéré s'est déroulé sur 2 jours, pour un procès qui a duré plusieurs mois, je parle de V13. Comment vous, alors in abstracto, de manière générale, vous évaluez ce reproche qui a pu être fait par certains avocats de la défense? 2 jours de délibéré, c'est quand même important. Quand même important. Étant précisé que, une fois les débats terminés, le verdict doit intervenir dans la foulée. Il ne peut pas être mis à les délibérer à plusieurs semaines ou plusieurs mois. Les problèmes juridiques, ils sont importants. Mais bon, premièrement, ce sont des magistrats professionnels, 5 magistrats professionnels. Donc, on sait quand même quelles sont les notions. On les connaît, les notions. C'est pas comme quand on a des jurés, on doit expliquer. Bon. Donc 2 jours est suffisant, à mon sens, pour discuter ensemble, décider et puis rédiger une motivation.